ton record. Bonjour, heureux de vous accueillir pour ce blog. Enfin, je commence très mal ce talk vidéo. Je voulais dire bonjour et heureux de vous accueillir pour ce talk vidéo blog et crise. Alors, blog et crise, les réseaux sociaux sont en pleine mutation et c'est au cœur de nos sujets. Nous avions fait il y a quelques mois maintenant un premier colloque sur cette thématique et aujourd'hui je suis heureux de réunir un certain nombre de spécialistes pour parler donc de ces blogs, des différents systèmes de réseaux sociaux et de leur importance à la fois dans la préparation et dans la gestion des crises modernes. Alors juste avant de démarrer et de vous présenter nos partenaires aujourd'hui pour discuter de ce sujet, quelques chiffres clés de 2012 sur la blogosphère et plus globalement sur les réseaux sociaux dans le monde. Alors, quelques idées. Facebook, les internautes en moyenne passent 405 minutes chaque mois. Twitter, environ 21 minutes et 50 millions de tweets par jour. Twitter croît plus vite que Facebook puisque chaque seconde, 11 nouveaux comptes sont créés contre 8 pour Facebook. Et en octobre 2012, Facebook franchissait la barre du milliard d'utilisateurs actifs. YouTube, qu'on connaît, site de vidéos, franchissait la barre également de plus d'1 milliard d'utilisateurs après Google et Facebook. Donc 4 milliards de vues chaque jour sur l'ensemble de ces sites et 3 millions de blogs voient le jour tous les mois. Donc on voit bien, je dirais, l'immensité du champ des réseaux sociaux et des dispositifs de connexion sociétaux. Juste quelques chiffres également sur la France pour toujours camper un petit peu le décor. 50 millions de Français sont connectés à un ou plusieurs réseaux sociaux et en France, l'audience de Twitter a augmenté de 53% en 2012. 77% des internautes français sont membres au moins d'un réseau social et chaque internaute est souvent membre d'au moins 3 réseaux sociaux en moyenne. Donc, comme je vous le disais, que ce soit au niveau mondial ou au niveau français, l'ensemble de ces chiffres fait réfléchir et montre bien aujourd'hui l'interconnexion entre les citoyens sur tous les sujets et également sur le sujet de la préparation et de la gestion des crises qui sera notre thématique aujourd'hui. Alors pour en parler, à ma droite, André Chevalier qui est responsable adjoint du département communication de crise et communication territoriale de l'État au service d'information du gouvernement. À sa droite, M. Thibaut Eudes, qui est chef de projet sécurité industrielle chez Géos, mais aussi et surtout parce que c'est un blogueur important du domaine. En face de lui, Patrice Wilaya, que vous connaissez certainement puisque c'est l'animateur du blog Pavillon Orange du Haut Comité, mais également qui anime également la lettre Info Commune, donc très orienté sur les collectivités territoriales. Et à ma gauche, Gilles Martin, qui a des activités opérationnelles en matière de sécurité civile, mais qui est surtout un animateur également de blog et expert un petit peu dans l'intégration des médias sociaux dans la gestion de l'urgence. Voilà. Alors, messieurs, merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, la thématique sur laquelle je voudrais démarrer, ce sont les motivations, c'est-à-dire, globalement, qui produit et qui écoute, regarde et recherche sur les différents médias sociaux et les blogs, sur cette thématique de la préparation aux situations d'urgence et aux crises et également dans la crise. Alors, je ne sais pas, on peut peut-être se tourner vers le poids moyen entre le citoyen et l'État, que sont les collectivités territoriales. Alors, Patrice, quelle approche, quelle motivation à la fois chez les blogueurs et chez les usagers? Alors, par rapport à ces gigantesques chiffres qui ont été présentés, il faut bien savoir quand même qu'aujourd'hui, on est dans la règle des 2 tiers, c'est-à-dire qu'il y a à peu près 2 tiers des contenus qui sont produits par simplement 1% d'utilisateurs, ou sur autre règle, c'est la règle des 1%, c'est-à-dire qu'il y a 1% de créateurs, il y a 10% de contributeurs, les gens qui mettent des commentaires, des j'aime, et vous voyez qu'il reste 89% qui sont là simplement comme spectateurs et visiteurs. Donc aujourd'hui, ça limite quand même, et preuve en est, là on est quand même peu, et on se connaissait tous au travers virtuellement, la blogosphère, effectivement. Donc, je crois que le microcosme des créateurs actuellement, alors, recentrons sur le problème de la gestion globale des risques, est quand même très limité. Alors,
On estime ça à combien en France? Combien de gens produisent et combien de gens regardent? Est-ce que vous avez une idée les uns et les autres, je dirais, dans le domaine de la gestion des risques et des crises plus globalement? Il y a un autre volet aussi qu'il faut voir. Depuis un an, on voit arriver un certain nombre de créations de blogs dans tout genre, qui sont purement, moi je dis, bon, on a essayé de travailler sur cette échelle de sites vraiment à valeur ajoutée et des sites qui sont simplement de l'inspiration et du copier-coller. Je veux dire qu'aujourd'hui c'est pareil, dans tout ça, il y a 95% des sites qui sont simplement du copier-coller, sans préciser même les sources. Ça, bon, je ne vais pas aller plus loin. Donc voilà, ça limite encore dans le nombre de chiffres que tu as pu annoncer. Il y a très peu de choses qui sont vraiment innovantes, je veux dire, à valeur ajoutée informationnelle. D'accord. Alors ça, c'est plus pour la partie blogosphère. Sur la partie d'autres outils, Thibaut Eudes, donc comment vous voyez les choses? Je pense notamment aux commentaires des sources de presse, à la résonance, je dirais, médiatique globale, et puis à l'interprétation de cette résonance par des gens un petit peu plus spécialisés. Oui, effectivement, c'est vrai que, comme vous l'avez dit, c'est typiquement la valeur ajoutée que l'on peut trouver à l'heure actuelle dans la récupération, la collecte d'informations peut être rapidement, je dirais, diminuée si on n'utilise pas les bons outils. C'est-à-dire il y a des outils qui sont efficaces, qui à part autant sont gratuits. Je vais vous présenter Pearltree typiquement que j'utilise assez régulièrement, qui permettent ne serait-ce que d'organiser en fait ce flux d'informations, parce que ce qui se passe à l'heure actuelle, et on le voit avec de nombreux blogs, c'est exactement ça, c'est-à-dire que la personne fait un copier-coller, le met sur son blog, point, terminé. Et finalement, ça n'apporte pas grand-chose, sauf à manifester l'intérêt que l'on a pour cette information finalement. L'avantage de certains outils, typiquement Pearltree, comme je vous le disais, permettent d'organiser par thématique, permettent d'organiser aussi d'un point de vue chronologique les informations que l'on peut collecter sur Internet et les présenter de manière complètement didactique et de rendre finalement quelque chose d'intéressant, ou en tout cas de compréhensible plus facilement face à ce déluge d'informations. Typiquement, lorsque vous avez un accident, un événement, le dernier en date en France avec l'usine à côté de Rouen, vous vous retrouvez d'un seul coup avec tous les médias, qu'ils soient locaux, nationaux, voire même internationaux, parce que ça a touché aussi les côtes britanniques, qui finalement amènent la même chose, le même type d'information, au même moment, au même instant. Et il est intéressant que ce type d'outil de pouvoir organiser, illustrer et de faire ressortir parfois certaines informations qui sont plus rares et pour autant qui peuvent être plus intéressantes. Ça permet de distinguer. Alors là ce travail, j'en profite puisque vous parlez bien de Pearltree, donc ce logiciel que tout le monde ne connaît peut-être pas, mais qui permet effectivement de créer ce qu'on appelle des perles et puis donc finalement des contenus à l'intérieur de ces perles et de les hiérarchiser. Oui. Ce logiciel, vous l'avez utilisé d'ailleurs, que nous l'avons relayé sur notre dossier spécial Sandy. L'avez-vous fait également là pour le travail sur Rouen? Je suis en train de finaliser là sur le travail donc, de l'accident qu'il y a eu à Rouen. Il est en ligne, il est évolutif. D'accord. Et le Pearltree sera, je pense, finalisé là, on va dire, fin de semaine prochaine, ouais, complètement. Ouais. D'accord. Voilà. Il y a un autre outil qui s'appelle Midmapping, qui est Midmaster, voilà, effectivement là il faut maîtriser ce qu'on appelle les cartes heuristiques, mais bon, ça se développe de plus en plus. Bon, moi je fonctionne depuis maintenant de nombreuses années comme ça. C'est très visuel. Et justement, le Midmapping, le Midmaster permet de... je veux dire, il y a 150 mots. Aujourd'hui, la cascade informationnelle, c'est pour ça que, pour ma part, moi je relis tous les articles, et là c'est très lourd, articles et rapports que je mets en ligne, pour en extraire, on va dire, les 150 mots importants, les 5 Q, quand, qui, quoi, quand, où, comment. Ouais. Voilà, on met ça ou sur Tweet, ou sur Midmaster, ou sur Facebook. Et ensuite, si on veut aller plus loin, alors on va sur nos différents blogs, entre autres par exemple le Pavillon Orange pour citer celui-là, où là j'ai refait une petite synthèse, on va dire un A4, on a relu, et puis systématiquement, moi je mets en lien le document initial. Donc on a cette cascade des 150 mots, qui existe depuis longtemps dans les relations presse, les 150 premiers mots, le format communiqué de presse A4, pas plus, et puis le dossier qui va bien, parce que bon, on est un pays où on produit énormément de rapports, des rapports qui font, j'en ai vu passer il y a quelques jours, 700 pages.
je connais peu de collectivités qui vont aller lire ce rapport de 700 pages. Je vous dis que pour l'instant, je n'ai pas encore tout lu les 700 pages. Non, mais, alors, Gilles Martin, vous utilisez beaucoup le tweet. On le voit assez fréquemment. Qu'est-ce que vous trouvez d'intéressant avec cet outil? Alors le tweet. Tout d'abord, pourquoi je suis venu au tweet et que je me suis investi, c'est que j'ai suivi de près à travers mon site de curation. La curation, c'est un peu ce qu'on disait là, de regrouper des articles. J'ai suivi de près le cyclone Sandy à New York et l'intégration, la plus-value de l'intégration des réseaux sociaux dans la gestion de crise. Et je dis, s'ils ont réussi à le faire, s'ils ont, je pense, sauvé des vies grâce à ça, pourquoi pas développer ce concept. Et je suis co-animateur d'une communauté sur Twitter, les MSGU, médias sociaux dans la gestion de l'urgence, où on essaye de voir comment appliquer les mêmes théories à la spécificité française, toujours en complément des médias traditionnels. La presse écrite, la télé, la radio, tout ça, ça restera, mais comment on peut amener une plus-value et comment on peut interagir avec le citoyen. Voilà. Directement. Alors, on reviendra, je dirais, à l'usage que peut en faire le citoyen, notamment, parce que là, on a parlé un petit peu avant la crise, si j'ose dire, plutôt de la connaissance, la livraison, de contenu. Là, on aborde déjà le problème de la crise lui-même. Moi, je voudrais me retourner un petit peu vers André Chevalier pour savoir comment l'État réagit à la fois avant et pendant sur cette problématique des réseaux sociaux et sur... je dirais, l'avalanche quantitative que cela représente dans la demande d'information. Et juste avant ça, je me permets de revenir sur la question initiale. En gros, un peu, c'est qui les blogueurs et il faut savoir que l'État a une position un petit peu particulière dans l'histoire. C'est que pour l'instant, on ne peut pas vraiment dire qu'on est contributeur, en tout cas à 0,02%. Donc on est plutôt observateur. Suiveurs, et encore dans des proportions très, très minimes pour l'instant. Mais voilà, on est en plein développement, effectivement, des plus-values que peut apporter ce type de situation de communication. Juste un mot quand même. On voit quand même des comptes Twitter très officiels, que ce soit le ministère de l'Intérieur, le Premier ministre, la préfecture de police de Paris, qui alimentent quand même en matière de sûreté, sécurité. Alors, ils alimentent. Alors, il faut savoir que c'est quand même, on va dire que c'est récent à peu près à 2 ans, pour à peu près une quinzaine de préfectures, pour maintenant l'ensemble des ministères. On ne peut pas dire qu'on soit placé en France déjà dans une situation réelle de gestion de crise par les réseaux sociaux. Ça, on ne peut pas vraiment le dire. En tout cas, on n'a pas une visibilité particulière d'un exemple précis comme on pourrait avoir pour Sandy aux États-Unis. Donc la preuve, on a fait la même chose que vous, on a observé ce qui s'est passé pour Sandy pour essayer d'en tirer des apprentissages intéressants. Donc maintenant, voilà, on a les deux postures contributeurs et observateurs. Observateur, c'est la vraie question, c'est quelle plus-value pour nous, pour des sources pas toujours facilement identifiables et dont la légitimité est quand même assez contestable dans certains cas. Et nous, en tant que contributeurs, on est pour l'instant dans un système où on se construit par rapport à ces outils parce qu'on n'a pas la parole aussi libre et immédiate que la plupart des gens qui sont sur les réseaux sociaux. Donc pour l'instant, l'État doit s'adapter à, on va dire, des caractéristiques qui sont très particulières et qui vont à l'encontre de notre mode de fonctionnement. C'est-à-dire des validations assez lourdes et un mode de réactivité qui pour l'instant n'est pas encore à la hauteur de l'exigence des blogueurs et de tous les gens qui vont suivre les réseaux sociaux. Donc on est très intéressé par ça, on sait qu'on va devoir y aller, on connaît l'obligation sociologique, médiatique qu'il y a derrière, mais les choses ne se font pas en 2 secondes. Maintenant, il y a des gros progrès qui se font, effectivement, l'ensemble des comptes Twitter et Facebook d'État ne sont pas si mauvais que ça, il y a des vrais progrès, il y a, je pense, un début de professionnalisation aussi des blogueurs d'État qui commencent à être mis en place. Le service d'information du gouvernement a lancé des formations pour essayer de mettre à l'aise justement les communicants de l'État sur ça, mais on est encore au début. On est encore au début, et je dois admettre aussi qu'il faut aussi, on est au stade aussi d'essayer de convaincre un certain nombre d'autorités politiques et administratives de la vraie plus-value de l'outil. On est un certain nombre à être persuadés de la chose, mais en matière de gestion de l'urgence, etc., on n'est pas les Américains, on n'est pas la société américaine, on n'est pas à New York. C'est pas évident. Alors qu'est-ce qui se passe si ça se passe à Mâcon? Voilà, on est plus sceptique pour un certain nombre de choses. Maintenant, on est très très content de ce qui se passe parce que je pense qu'effectivement, ça va apporter quand même des choses très positives. Mais l'État a quand même un cran de recul et en posture
Et je pense qu'on n'est pas encore prêt à un certain nombre de choses. Mais on observe avec grande attention et on est de plus en plus acteurs. Donc ce débat-là, dans 1 an, je pense, sera complètement différent de ma part. Et voilà, mais c'est pas évident comme débat encore pour nous. Une montée en puissance, mais... Probablement qu'on a encore besoin d'un argumentaire assez solide et voire, pourquoi pas, d'un véritable exemple, je dirais un petit peu d'ampleur, même si on suit quand même vraiment de très très près ce qui se passe sur les réseaux sociaux, sur Lubrizol ou sur les dernières crises locales en France. On suit avec attention ça, on l'a fait pour Marcoule, on l'a fait pour Fessenheim, voilà, et on voit effectivement que ça part très très vite, mais on sait très bien que pour l'instant l'État court derrière, on a du mal encore à s'organiser vis-à-vis d'une telle célérité, c'est une réalité. Maintenant, ceci dit, l'État a aussi des obligations en coopération, en coordination interministérielle, etc., et en qualité de validation de son information, qui fait qu'en bout d'un quart d'heure, on n'est pas encore en mesure, et je me demande vraiment si on doit être en mesure d'être forcé de répondre en un quart d'heure, parce que précipiter l'information, si l'État se plante, c'est pas pareil que si un blogueur du fin fond de la France se plante. Donc nous, on a des obligations que n'ont pas les blogueurs indépendants, sociétés, ou, etc., ou voire collectivités territoriales qui ont un management politique, avec une responsabilité politique qui n'est pas du tout une responsabilité administrative, qui engage, nous, une responsabilité un petit peu différente. Donc voilà, on est encore un petit peu sur une posture qui est... On aimerait y aller plus, mais on a des carcans, des choses qui nous empêchent pour l'instant d'être à la hauteur, ou qui nous empêcheront tout le temps d'être à la hauteur, parce qu'il y a des obligations d'État, ou alors parce que pour l'instant on n'est pas encore vraiment prêt, mais on essaie de rattraper une forme de retard. Donc une volonté, des problématiques d'adaptation à la fois technique, de formation, etc. Et puis aussi la problématique, je dirais, de la parole de l'État et de la validation de cette parole, ce qui est compréhensible. Ceci dit, ça serait intéressant pour les collectivités, je ne sais pas si ça a été fait, de voir un peu comment s'est passée la crise électrique sur le Valois-Perret il y a quelques semaines, et de voir l'impact qu'il y a eu aussi sur les blogs, je ne sais pas si ça a été fait, et sur les comptes, voir si la population, je ne sais pas s'il y en a... C'était très suivi sur Twitter. Oui. Et une grosse implication de la municipalité sur Twitter, qui a fait de la gestion de crise à part entière sur Twitter. D'accord. Et qui a eu les retours, des félicitations de tout ce qu'on appelle les followers, ses abonnés. Et a distribué l'information dès qu'elle avait. Les tweeters faisaient remonter l'info, de dire, ben, tiens, telle rue, tel pâté de maison, telle avenue, ben, j'ai plus d'électricité. Et là, réellement, ben, on est dans l'interaction, on est dans le citoyen, le propre acteur de sa sécurité, quoi. Totalement dans le cadre de la loi de 2004. Oui, le citoyen acteur de la sécurité. Mais bon, je pense que Twitter, aujourd'hui, on va dire la population, on retrouve principalement des professionnels, ou de la presse, ou d'un domaine d'activité, type, par exemple, la gestion des risques. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, Twitter est quand même dépendant d'un mobile, d'un smartphone. La population française est équipée, je crois, à 42-45%, même si ça va augmenter en 2003. Vite, oui. Et il y a un autre chiffre, c'est que je crois que c'est 33% des abonnés ou des inscrits sur Twitter n'ont jamais tweeté. Donc tout ça, ça se met en place. Ils lisent, c'est déjà important de lire, d'informer. Le fait de lire s'ils ne sont pas acteurs. On ne peut pas savoir facile. Non, ce qui semble intéressant, c'est que je pense qu'à partir du moment où les gens ont un compte et se retrouvent dans une situation délicate, ils vont aller chercher l'information sur Twitter, puisqu'il est assez connu que maintenant ça va relativement vite. Donc on met le hashtag ou on cherche le hashtag qui va bien, c'est-à-dire on va mettre un certain nombre de mots-clés, on va voir ce que ça sort, etc. Et en termes de résilience, le seul réseau qui ne s'est pas écroulé pour Sandy, c'est Internet. Oui. Par définition, c'est un multi-opérateur, c'est ultra maillé, tout s'est écroulé. Vous voulez dire écroulé en termes de réseau, de réseau téléphonique. Voilà, tout à fait. Je dirais GSM, mais l'électricité, il n'y avait plus aucun réseau. Ça, d'accord. Et donc il y a une capacité de résilience. Parce qu'il y avait une capacité de résilience sur des problématiques de réseau mobile. On est vraiment d'accord que pour travailler sur effectivement un plan de continuité de la communication, en tout cas technique, si tout s'effondre, en tout cas si un certain nombre de choses s'effondrent, parce que c'est le lot de certaines crises majeures, effectivement, il faut qu'on hiérarchise ce qui va rester, dans l'ordre. Sachant que le point stade terminal, à la fin, il ne reste plus que l'humain. Donc c'est-à-dire les coureurs et le garde champêtre qui crient dans la rue. Ça, c'est le stade terminal. Mais c'est vrai qu'un des crans avant,
sur du moyen ou du court terme, surtout du court terme et du moyen terme en fonction du comportement des gens, on a effectivement les smartphones qui sont, on va dire, en très très bonne place dans le système, avec une véritable gestion du comportement et des batteries, en fait, comment économiser les batteries sur le plus long terme, etc. Mais c'est vrai que c'est une de nos rares pistes qui nous reste quand tout s'effondre. Il faut le savoir. Et c'est vrai que Sandy en a été la preuve, effectivement, puisqu'au bout de quelques jours, en fonction des endroits où ils n'avaient plus d'électricité, si les gens n'utilisaient leur batterie que 1 ou 2 heures maxi par jour, ils pouvaient tenir une semaine. Sachant que, bon, il y a ceux qui peuvent recharger sur les voitures, etc. Mais après, il y a les pénuries de carburant, etc. Donc, tout tombe. Mais c'est vrai que c'est une source en résilience communication qui est à prendre très au sérieux sur du court et moyen terme. Long terme, ça s'effondrera aussi. Mais sur court et moyen terme, c'est très intéressant. Surtout pour les phases d'urgence, en fait. Ça, on est d'accord. Après, il y aura de manière une réadaptation des modes de communication en profondeur pour des crises un peu particulières. Mais c'est vrai que sur du court et moyen terme, jusqu'à une semaine, il faut prendre très au sérieux, en fait, l'Internet et puis les smartphones. C'est une évidence. Il y a quelque chose qui est très intéressant aussi avec que ce soit le tweet ou que ce soit d'ailleurs Facebook, enfin d'ailleurs le média social en général, le numérique, typiquement, surtout en hiver, à l'heure actuelle en France, c'est le suivi de la grippe et de la gastro-entérite. Il y a maintenant je sais que c'est en train d'être mis au point. On peut le faire de façon quasi naturelle en utilisant Google et tout ce qui est l'analyse de recherche de mots-clés dans Internet. Le suivi en fait des épidémies, des gens qui sont malades, des régions les plus touchées. C'est presque une déclaration naturelle en fait de la personne qui communique avec une personne en disant là je suis malade, je vais pas au boulot ce matin, quelque chose comme ça. Et en fait, avec ces millions en fait, en tout cas ces milliers de requêtes qui sont faites tous les jours, on peut arriver à tracer une carte d'une épidémie ou d'une maladie bénigne en l'occurrence. Quasiment en temps réel et avec une immédiateté en fait dans le suivi des choses qui est bien plus, je dirais, rapide et du coup on peut réagir d'autant plus vite qu'avec le parcours médical classique où aller voir le médecin, le diagnostic, voilà. On n'est pas évidemment dans la fiabilité à 100% parce que c'est la personne qui déclare, qui pense qu'elle est parce qu'elle a ceci, cela. C'est sûr que ce n'est pas une déclaration de médecin. Néanmoins, en admettant, même en appliquant la loi de Pareto, que 80% des gens qui déclarent être malades le sont vraiment ou vont l'être en tout cas, on arrive à avoir une immédiateté. Voilà. Et je sais que l'Institut de veille sanitaire, typiquement, c'est quelque chose qui les intéresse énormément dans leur approche. Voilà. C'est une surcouche applicative, en fait. Ça, c'est quelque chose de très intéressant pour nous, même si moi, je vais apporter un bémol, c'est que on avait déjà le cas pour la pénurie de carburant, où on avait des cartographies en temps réel alimentées par, effectivement, les usagers. C'est quand même une donnée très intéressante, qui, pour nous, est à placer au sommet du système. Le vrai problème, c'est qu'effectivement, je pense qu'il faut y mettre les coefficients d'erreur, de malveillance ou voilà, pour avoir une modération réelle, enfin avec 20% par exemple. Mais c'est une vraie source d'information intéressante pour nous. Mais pour l'instant, c'est vrai qu'il y a une défiance réelle vis-à-vis de ce type de cartographie, parce qu'effectivement, quand l'État commence à observer un petit peu ce qui se fait sur le Facebook et les Twitter d'État, etc., il faut quand même savoir que la gestion des messages en face, 80%, c'est ou de l'insulte, ou c'est de la critique, ou c'est de la malveillance, etc. Donc, on sait quand même que dans la blogosphère et sur Internet, c'est quand même un nid à choses négatives. Donc, oui, la cartographie en temps réel, c'est une très très belle avancée. Attention, à modérer à prendre avec précaution quand même, parce que pour l'instant, on ne peut pas dire que c'est forcément beaucoup d'actes citoyens sur Internet et sur les réseaux sociaux. Si on est sur les Américains sont beaucoup plus citoyens en comportement vis-à-vis de ce type d'outils-là, que ça peut être le cas en Europe et notamment en France, où pour l'instant les gens se lâchent sur Internet et les réseaux sociaux, alors que les Américains ont développé, on va dire, une culture plus de civisme vis-à-vis de ça que chez nous. Si ça change avec le temps, alors là on a une source effectivement d'information que l'État ne pourra pas se détourner de ça. Je pense que d'ailleurs on n'a plus le droit de le faire, mais on doit prendre avec un petit peu de précaution ce genre de cartographie, parce qu'effectivement je pense qu'il y a une grande partie de réel, mais probablement peut-être aussi une grande partie de choses à prendre avec un petit peu de précaution. C'est la masse qui fait la fiabilité. Oui, c'est ça. L'information, même si on retient 20%, mais on est sur des chiffres, des données. 80 000 tweets, je pense que si on en prend rien que 20 ou 30 000, on peut avoir quand même des informations intéressantes. Tout à fait. On l'a vu, ils avaient créé le hashtag neige pour suivre la neige. Ouais. Oui, c'est vrai, tout à fait. On voit l'épisode neigeux traverser la France. Il est vrai que des fois on voit des tweets parce que quelqu'un parle de la neige avec ses proches, mais on peut les extraire rapidement et on peut sortir le nuage. Et quand on le calque sur une image satellite Météo France, c'est fidèle. C'est fidèle. Et avec la grippe, c'est en train d'être affiné avec des recherches sémantiques géolocalisées où on peut
arriver à absorber le sens du tweet, s'il est favorable ou défavorable, avec des algorithmes. Et on va arriver sur des résultats très, 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 très pointus. Alors justement, dans ces outils, on connaît Google et Google Earth, puisque ça a été utilisé notamment à Haïti, ça a été utilisé pendant Sandy, donc où chacun peut contribuer, je dirais. Il y a un autre outil que je voulais peut-être qu'on voit à l'écran qui s'appelle Ushahidi. Je ne sais pas qui veut s'exprimer. Il a été utilisé pas mal, alors là, dans un autre contexte international, que ce soit les problèmes en Libye, les problèmes où les gens, les citoyens, finalement, font remonter directement. Alors, on peut peut-être aller voir CrowdMap, par exemple. Ce qui est intéressant, ce sont des nouveaux outils, et ce sont des outils qui permettent CrowdMap, si on peut cliquer sur CrowdMap, voilà. Ce sont des outils qui vont permettre, finalement, alors là, on se sert pour les élections, mais on peut s'en servir, il y a Map Crisis Information, ce sont des outils sur lesquels chacun va pouvoir, avec son smartphone et sa géolocalisation, envoyer un message disant qu'est-ce qui se passe ici, qu'est-ce qui se passe là. Il y a un administrateur et ça permet à tout le monde de se mettre. Donc je signale ça, j'ai trouvé que c'était assez intéressant. Il y a pas mal d'éléments qui existent, notamment qui ont été utilisés sur les problèmes en Afrique, en Libye, je le disais, mais on peut l'imaginer dans le monde entier. Voilà, donc c'est assez performant. Il y a autre chose aussi, on parlait tout à l'heure de Twitter, moi je voulais aussi citer Facebook. Récemment, vous savez qu'il y a eu le cyclone d'Humil à la Réunion, et ce cyclone d'Humil, là on a eu un véritable engouement sur les réseaux sociaux, notamment la page Facebook La Réunion 974, 112 000 membres actifs, qui a été utilisé pour diffuser les informations officielles, la météo et les communiqués de presse de la préfecture, et pour interagir avec les membres. Donc là aussi, c'est une application très, très pratique. C'est-à-dire qu'on a l'impression que dès que la catastrophe, de toute façon, a un niveau assez important, les médias sociaux vont s'en emparer d'une manière majeure, je dirais peut-être plus que les éléments. Donc effectivement, ça nécessite peut-être une coordination. Est-ce que vous avez eu des échos, vous, sur ces usages-là? Moi, j'ai suivi en particulier là, sur Gmail, sur La Réunion, au travers de la problématique de l'électricité. Donc EDF, La Réunion, pour ne pas les citer, avait créé déjà bien avant une page Facebook pour promouvoir leur service. Et tous les abonnés s'en sont servis pour faire remonter les informations. Et le community manager du mouvement a surfé là-dessus, s'est dit, utilisons l'outil puisqu'il est en place. Et on avait une interaction complète. C'est vrai, de temps en temps tendu parce que les abonnés ne comprenaient pas pourquoi ils n'étaient pas rétablis dans la minute ou dans l'heure. Mais au moins, ils posaient une question et ils avaient quelqu'un avec une réponse. Et en échange, ils faisaient remonter tel quartier n'a plus d'électricité. Et le community manager pouvait dire, les équipes sont là, ceux-là, on fait de nos mieux. Et on interagit complètement. Et maintenant, je pense que c'est pas l'avenir, c'est juste le présent. Alors, je suis assez d'accord, c'est pas l'avenir, c'est juste le présent. Comment hiérarchiser ces outils? On a parlé de Twitter comme étant le court et le moyen terme. Est-ce que Facebook, c'est plus, je dirais, la post-crise? Est-ce que Perltree, c'est plutôt l'analyse? Je veux dire, est-ce qu'on peut hiérarchiser les outils par rapport à leur emploi, ou est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui est plutôt redondant, maillé? Comment vous voyez les choses? Tous en même temps. Allez, Audrey. Le principe, je ne pourrais pas apporter un élément sur la hiérarchisation. Une chose est sûre, c'est que il commence à y avoir beaucoup de choses. Et pour nous, pour le concitoyen, on aimerait bien qu'ils ne soient pas perdus dans tous les outils. Donc, qu'ils identifient le plus rapidement et le plus facilement possible les outils qui leur seront essentiels. Mais peut-être que tu as raison sur une chose, c'est que peut-être qu'effectivement Twitter est plus adapté à l'urgence, que Facebook est peut-être, je ne sais pas, mais en tout cas une chose est sûre, il va falloir qu'à un moment donné, en tout cas les concitoyens puissent se sentir à l'aise rapidement avec des outils et ne pas avoir, on va dire, 10 choix possibles en période d'urgence. Par exemple, voilà, donc je ne sais pas comment les hiérarchiser, je pense qu'on va les hiérarchiser au fur et à mesure en fonction de leur capacité à rendre le service et la plus-value dont on attend de l'outil. Donc il y en a qui sont probablement plus adaptés à la transmission de certaines informations que d'autres. Donc, et aussi la capacité des serveurs à faire face à l'afflux aussi. Par exemple. Mais on peut les affecter par rapport à la temporalité de la crise. Si on fait le avant, pendant, après, le avant, un Perltree ou le très bon blog de Patrice Louis,
ça développe la culture du risque, la mémoire des catastrophes, donc c'est complètement dans cette phase-là. Pour le pendant, où on a des échanges d'informations très très rapides, très très accentués, le Twitter, il semble un peu plus adapté. Quoique le Facebook, sur samedi, a été très utilisé, mais pour rassurer les familles. Le côté social de la chose. Et sur le post-crise, après les sites un peu plus institutionnels d'État, pour gérer le rétablissement des réseaux, était très à propos. Je remarque effectivement que sur Sandy, les fournisseurs d'électricité aux États-Unis avaient chacun en temps réel, quartier par quartier, le niveau de rétablissement, etc., ce qui permettait à chacun d'aller voir exactement avec des outils comme Wish ID, où on fait remonter de la cartographie. La carto, on fait des recherches et les tweets avec le bon mot vont se mettre sur une carte et là on peut absorber le flux d'informations, qui est un peu le problème névralgique en temps de crise sur les réseaux sociaux, c'est pouvoir absorber et synthétiser ce flux énorme d'informations. Il va y avoir une notion de référent qui va devoir s'installer. Je pense que le réseau là, que vous êtes en train de constituer là, avec Ghislaine, qui a une particularité, je crois que c'est un des seuls réseaux... Alors Ghislaine, dis un jeu, puisque nos amis canadiens sont en ligne, que nous saluons. Ghislaine Maltais. Ghislaine Maltais. Et ça, c'est un peu le tempérament aussi, la culture canadienne. Moi, j'ai un peu connu, j'ai travaillé avec eux, et travaillé là-bas. En France, ce que je vois, c'est qu'il y a encore c'est assez égoïste. Alors que ce que vous faites, il y a une dynamique intellectuelle collaborative, j'appelle. C'est pas pompeux, mais c'est à ça qu'il faut arriver, logiquement. C'est collaborer. Moi, je vois l'énorme travail aujourd'hui qu'il faut pour dynamiser tous ces réseaux. Bon, Twitter, si on n'est pas présent, si on ne fait pas 3 tweets par jour, si sur Facebook on ne fait pas, 2 liens sur chaque site, et sur le blog, si on ne fait pas 2 articles, par semaine, on perd de l'audience. On n'existe pas. Ce qui fait que nous, aujourd'hui, au travers on a à peu près une bonne quinzaine de sites, de pages, de sites dédiés, de tweets et blogs, on fait à peu près 10 000 visites par semaine, et ce qui représente 2500 à 3000, on va dire, membres. Membres. Il y a aussi ça. Et sur les membres, je crois qu'il faut être aussi rigoureux. Moi, je le dis, alors c'est peut-être pas démocratique, mais dès que je vois des débordements, je sors la personne, parce que c'est vrai que... et donc, c'est pour ça cette notion de référent, de professionnalisme, va devoir se mettre en place. On discutait il n'y a pas très longtemps, est-ce qu'il faut créer un label, une formation ou autre. Bon, ça c'était par rapport versus le pavillon orange, mais pourquoi pas, pourquoi pas, je vois donc... Alors, ça fait la transition parfaite avec la première question, puisque je rappelle que nos auditeurs, internautes peuvent nous poser des questions au travers du petit bandeau qui va s'afficher. Donc la première question, les réseaux sociaux pêchent par un sérieux problème de fiabilité de l'information qu'elles diffusent. Quels outils existent-ils pour valider et fusionner l'information provenant des réseaux sociaux en temps de crise? Alors, il y a 2 problèmes. Il y a d'une part fusionner, c'est-à-dire avoir des représentations à la fois textuelles et graphiques d'un grand nombre d'informations, et puis deuxièmement valider, ou premièrement valider, je dirais. Donc la validation, on se retourne là aussi, comme toujours, vers l'État et vers les pouvoirs publics. De toute manière, cette question revient exactement sur ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que malgré la mine d'or que peut représenter les réseaux sociaux en matière de sources d'information, effectivement, on a une forme de vigilance à avoir vis-à-vis de leur fiabilité. Alors, il y a plusieurs techniques. En tout cas, il y a la technique du sondage où vous apportez une modération mathématique, en fait, tout simplement, c'est ce que vous expliquiez avant. Et donc, il y a des outils qui existent pour faire ça. Maintenant, je pense qu'il y a différents types de... La vraie question pour nous, c'est de savoir les contributeurs qui sont non institutionnels, qu'est-ce qu'on en fait et quel est leur niveau de légitimité, de fiabilité. Ceux qui seront institutionnels, les collectivités, les sociétés, l'État, etc., je pense qu'à partir du moment où les gens vont se sentir un peu à l'aise, avoir utilisé ça et sentir que l'information est bonne, elle est relativement réactive, etc., il y aura un vrai lien de confiance avec l'institutionnel. J'espère que ça se fera quand même relativement naturellement. Pour tout ce qui est à côté, c'est un peu plus compliqué.
Maintenant, ce que disait Patrice Louis tout à l'heure, c'est qu'effectivement, en France, contrairement à certains pays comme le Canada, les États-Unis, Angleterre et autres, on n'a pas encore un niveau de fiabilité de la population, en fait. Un civisme peut-être un peu moins grand, ou un esprit collaboratif, universel, un peu moins Développé, oui. peut-être plus dans les endroits où les gens ont cette culture de résilience. Donc si quand on reparle de la Réunion, qui est quand même le département français qui est assis carrément sur une bombe, quel que soit le type de risque majeur, eux, ils ont développé une résilience, parce que c'est un problème de survie, la Réunion. Donc effectivement, ça ne m'étonne pas que l'exemple réunionnais soit bon en matière d'interaction des acteurs institutionnels et aussi de la population, parce qu'ils ne peuvent pas aller vers la mer, ils ne peuvent pas aller vers l'intérieur, il faut qu'ils aient une véritable résistance, etc. Et je pense qu'eux, ils ont, on va dire, une utilité réelle à prendre ça sérieusement. Même si, voilà, il peut toujours avoir un peu de... Mais nous, on est vraiment, on peut vraiment se poser la question de savoir comment développer une culture, effectivement, du citoyen responsable sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est intéressant parce que, pourquoi pas essayer de les sensibiliser à ça. Mais vu qu'en France, on ne les a pas encore bien sensibilisés à la gestion générale des risques, on part quand même de loin, mais pourquoi pas attaquer par ce niveau-là, où ils sont acteurs directement. Et pour nous, ce qui est intéressant, c'est de les sensibiliser à leur rôle majeur pour faire vivre des cartographies interactives immédiates. Ce que vous expliquez tout à l'heure. Et là, si on essaye d'expliquer que c'est un acte civique de faire vivre des cartographies avec l'information de qualité en temps réel, sur des feux de forêt, sur des inondations, sur ce qu'on veut, là, on a déjà gagné quelque chose. Voilà. Alors, justement, est-ce que pour les sensibiliser, les réseaux sociaux ne sont pas le premier, je dirais, vecteur intéressant? C'est-à-dire que, est-ce qu'on n'est pas là entre l'œuf et la poule? C'est-à-dire qu'on utilise des réseaux sociaux pour les sensibiliser sur l'emploi des réseaux sociaux. Est-ce qu'il n'y a pas des campagnes à faire? Parce que finalement, des campagnes à la télé, comme on le voit et elles sont très bien faites d'ailleurs, sur les maladies transmissibles, l'INPES, etc. Donc des campagnes d'État sur certains risques, et je pense surtout donc aux risques sanitaires. Est-ce que ça ne coûte pas moins cher de faire des campagnes sur Twitter ou sur Facebook? Je ne sais pas, c'est des questions qu'on peut poser. Pardon. Une chose effectivement qu'on peut juste rajouter, c'est que habituellement, on confiait une adresse de site internet en situation de crise, un numéro de téléphone d'une plateforme de réponse, etc. Je pense que maintenant, on peut aussi rajouter un réseau social à qui on dit donner l'information de base de votre situation vis-à-vis de la crise. Et ça, je crois que c'est le plus qu'il faut vraiment rajouter. Et en espérant qu'avec le temps, effectivement, les gens deviennent très responsables vis-à-vis de cette information. Et là, on a vraiment une source d'information qui, à mon avis, va faire progresser l'interactivité, enfin surtout la réactivité de la connaissance de la situation. Et du vécu. Alors, les transports parisiens, typiquement, les deux opérateurs de transport parisiens, ils ont mis en place des applications basées sur smartphone. Il y a des fils RSS, il y a du tweet. Les utilisateurs, les usagers des transports parisiens, du coup, peuvent en temps réel informer d'une situation, d'un changement, de quelque chose, à la fois les autres usagers qui ont cette application en place, et du coup, les différentes régies. Voilà. Ça permet de faire on remarque souvent que les informations Twitter vont beaucoup plus vite que les informations, je dirais, institutionnelles du transporteur. Parce que, là aussi... Parce qu'on est dans l'événement, exactement, c'est ça. Forcément, il a dans la première information parce qu'il vit l'événement. Il est en face. Et je serais moins grave sur la qualité des informations. Je pense que les gens sur Twitter ou sur les réseaux sociaux sont, je pense, plus responsables qu'on ne le pense. Il y a des dérives, on en avait une dernièrement avec le préfet de Moselle. Il y en aura toujours, malheureusement, parce que c'est un réseau libre. Mais je pense que la qualité de l'information est plus sérieuse qu'on ne le pense. Tout ce qui est factuel, tout ce qui est photo, vidéo, moi je l'ai vécu en direct pour la tournade à plan de campagne dans les Bouches-du-Rhône, où 4 minutes après, on avait une photo, 12 minutes après, on avait une vidéo et on pouvait caractériser l'événement. C'est du factuel, donc je ne peux pas le remettre en question, puis c'est trop court pour avoir fait ce qu'on appelle un fake, c'est-à-dire avoir retouché la photo. Après, il y a forcément des rumeurs qui vont se créer, des canulars, des hoax. Et le meilleur moyen pour les démonter, c'est d'y être et dire c'est faux. Donc être présent, et même si on n'a pas d'infos, juste de dire qu'on n'a pas d'information, c'est déjà une information. Oui, ça évite que l'effet de boule de neige. Si le principe c'est d'y être, alors on n'a plus besoin de l'information de la population. Là, ce qui est intéressant, c'est que l'information peut nous apporter du retour de là justement on n'est pas. Et donc voilà, il faut que ça soit complémentaire avec notre information, qu'on puisse, en regroupant le tout, avoir vraiment
un tableau de la situation le plus valable possible. Donc, ce qu'on attend, nous, c'est une complémentarité d'apport d'informations. Si nous, l'État, on attend que des collectivités territoriales et de nous, de faire revenir, comme on a fait pendant des dizaines, des décennies, etc., l'information validée ne vient que des agents de l'État, eh ben, effectivement, on a un temps de retard qui peut être de plusieurs heures sur certaines crises. Si on commence à prendre vraiment en considération des retours directs des gens de la population qui sont directement sur place, qui font... C'est ça dont on souhaite la vraie plus-value, c'est ça. Parce que l'État ne sera pas partout, les collectivités non plus, etc. Donc, cette modération, on aura toujours pour l'instant un petit doute. Pour l'instant, c'est la fiabilité. Mais on espère vraiment, effectivement, qu'avec le temps, avec une forme de civisme, et puis avec des outils de modération, etc., on puisse vraiment disposer d'une information de qualité partout, très très rapidement, en complémentarité avec ce que nous, on a. Toujours complémentaire. Alors, il ne faut pas tomber à nouveau dans le piège aujourd'hui de l'information sur les risques qui, depuis des années, elle est descendante. Hein. Elle vient de l'État et elle se diffuse. Je crois qu'aujourd'hui, il faut absolument il faut créer de l'interactivité. Et l'interactivité, ça se cultive. Moi, je vois pour ma part, tout à l'heure on a dit qu'il n'y avait que 10% des gens qui contribuaient. Mais ces 10% de contributeurs, moi je les suis. Dès qu'il y a une contribution, je remercie, je dis bien, voilà. Et plus... C'est de l'humain. Alors c'est vrai qu'on est sur de la technologie, mais avant tout, il y a 50% d'humain et 50% de technologie. Et il y a tout un travail d'animation, de remerciement, de veille, de suivi. Et si on ne le fait pas, les gens vont dire, bon, ok, j'ai interagi, il ne se passe rien, donc je n'y reviens pas. Oui, parce que c'est un acte volontaire et gratuit. Il ne faut pas l'oublier, mine de rien. Ils se posent des questions, il faut leur donner la réponse. Oui, alors, pas que ils posent des fois pas de questions, même il faut remonter Alors non, mais on est bien, je dirais, à la fois sur les deux champs, c'est-à-dire tout ce qui est risque, tout ce qui est questionnement sur les risques, interrogation, participation, ça me semble logique. Je dirais, on est entre guillemets dans le temps de paix. Dans le temps de crise, j'y reviens. On a parlé de tweets. Là, évidemment, on est sous une avalanche. Le plus souvent, et on a vu dans le dernier colloque que nous avions monté, l'organisation qui a mis au point la Croix-Rouge américaine avec les volontaires. Nous n'avons pas de modèle comme celui-ci en France. Est-ce que les associations ou l'État pensent à cela? Parce que c'est pareil, il faut avoir des gens un petit peu formés, il faut avoir des plateformes pour les accueillir. Comment gérer ça? Puisque effectivement en face il y a de l'humain. Donc voilà, alors, je pense que le community manager d'EDF de la Réunion, s'il a 2000 questions sur la page Facebook dans la journée, il aura peut-être du mal s'il est tout seul. Donc les réseaux sociaux c'est bien, on a des moyens technologiques, mais effectivement ça ne remplace pas l'humain en totalité. Donc comment mettre en place des dispositifs de cette nature pour informer les populations, en fait avec des informations très ciblées, très, très ponctuelles. Comment est-ce que c'est le rôle de l'État? Est-ce que c'est le rôle des associations, justement, peut-être agréées de sécurité civile ou pas, puisqu'il y a un problème de validation, de confiance, etc. Qu'est-ce que, à votre avis, on devrait faire pour améliorer le dispositif en France? Moi, je peux vous dire ce qui se fait avec la FEMA, justement, et la Croix-Rouge américaine. Il y a les SMEM, donc les Social Media Management Agency, je vais y arriver. On est en train de créer le même pendant, donc c'est les fameux MSGU en France. C'est-à-dire que là-bas, ils ont à peu près le même agrément qu'un agrément de sécurité civile pour les radioamateurs. Ouais, je fais un parallèle rapide. Ouais. C'est-à-dire lors de crise, de chez eux, c'est quand même du télétravail, ils se mettent en ordre de combat, ils arrivent à mobiliser beaucoup de monde, avec des ressources techniques importantes. C'est des logiciels qu'on a parlé, ou ID ou autres, en open data ou open source, donc qu'on peut utiliser librement. Et leur rôle, ils synthétisent ce flux d'informations, ils le cartographient, ils en font des synthèses, et ils ont une passerelle privilégiée avec l'autorité d'emploi, qui peut être la FEMA ou la Croix-Rouge, justement pour délivrer une information vérifiée au maximum, et avec une plus-value dessus. Voilà. Donc c'est quelque chose qui est en train de se développer, on est dans les prémices en France, et c'est quelque chose qui va aboutir, je pense, dans les mois qui viennent. On pourrait poser une question, est-ce qu'il y a des gens des ADRASEC ou des radioamateurs qui sont présents aujourd'hui? Parce que c'est des choses, c'est quelque chose qu'ils font depuis... ils le font avec d'autres moyens depuis longtemps, mais on change d'outil, c'est le principe. Attendez, c'est transmission d'information. C'est complètement le même... d'information, je crois que là... La même démarche. André, parce que la problématique, c'est qu'effectivement, il va y avoir des systèmes
globalement, le citoyen va s'organiser. Je dirais, où il va y avoir des initiatives, comment, je dirais, un petit peu canaliser ces initiatives qui vont venir du terrain. Alors là, je reviens aussi sur ta première question juste avant, c'est comment faire le départ, le lancement de tout ça. Le problème, c'est que pour nous, ce qui s'est passé aux États-Unis, ça ne part pas de rien. Il y a un esprit civique, il y a des gens qui se sont inscrits, qui sont dans des associations qui ont l'habitude de travailler avec l'État. Oui. On n'est pas exactement dans ce canevas-là en France. Oh, on a quand même la Croix-Rouge, on a la DPC, je viens de dire à l'instant, on n'est pas habitué à travailler sous forme de partenariat ouvert, même écrit, etc. Avec la Croix-Rouge, ça se passe très bien, mais les meilleures expériences en France sont plutôt locales. Enfin, c'est très local, il faut le savoir. Et en fait, nous, globalement, vu qu'on est à un stade où on aimerait commencer par le commencement, c'est-à-dire que les gens se sentent concernés et se sentent acteurs dans le système. Pour être acteur et concerné, je pense qu'il faut avoir conscience de l'utilité d'un investissement dans le domaine, donc d'avoir des vraies campagnes de prévention des risques et des crises, ce qui n'est pas encore le cas en France, sauf pour les endroits les plus sensibles, parce qu'ils sont près d'une centrale nucléaire, donc les gens qui vivent dans les pays, etc. et autres. Donc on le sait très bien, je veux dire, si on n'est pas assis près d'un endroit à risque reconnu, qu'on admet aussi nous-mêmes, etc., on a un petit peu plus de mal à s'investir d'une manière... Voilà. Donc l'investissement, nous on le souhaite ardemment, on aimerait vraiment développer des partenariats beaucoup plus forts avec certaines associations, dont la Croix-Rouge, mais il y en a d'autres. Oui, Adrasec notamment, absolument. Tu viens d'en parler. Ça, c'est une réalité, mais c'est très difficile, en tout cas pour l'État, actuellement, sans avoir jamais lancé officiellement une campagne nationale de prévention des risques majeurs, de leur dire maintenant il faut vous investir dans un comportement un peu acteur, un petit peu volontaire, pour essayer de mobiliser des réseaux qui pourraient bloguer, tweeter, etc. et autres. On est complètement favorable à ça. Mais si vous n'avez pas la pierre de l'édifice qui sert à donner du sens aux gens, et que vous leur demandez tout de suite l'action, moi personnellement, il y a un problème dans l'édifice. Et voilà, il y a une patte en l'air. Mais je pense qu'il faut faire les deux en même temps, apparemment. Et ce qui est intéressant, c'est que notre seul moyen de les motiver, de les convaincre, etc., c'est en gros d'essayer d'expliquer les crises qui se passent réellement, ou dans d'autres pays, ou localement en France, ou ce qui s'est passé à Sandy, enfin pour Sandy aux États-Unis. C'est notre seule manière de contextualiser, de dire attention, ça peut nous arriver. Il y a Cynthia, Klaus, et voilà. Bon, Lubrizol, c'est encore un autre problème, mais bon, c'est pas évident. Mais je pense qu'il faut faire une vraie action concertée sur le sens et sur l'action. Ceci dit, on a quand même la loi de 2004, oui. de sécurité, mais la loi de 2004, le cadre juridique. Nous, on le connaît, c'est un cadre juridique qui est très très connu des pompiers, de la DGSCGC et ainsi de suite. C'est une loi qui pour l'instant est très très connue de l'intérieur de l'État et de certains acteurs extérieurs aux collectivités territoriales. Je suis désolé, mais il est marqué très clairement dedans qu'effectivement, un des acteurs majeurs du système, c'est la population, en tout cas c'est le citoyen. Quelle campagne a été faite depuis pour mettre en œuvre réellement Ils le font déjà. Voilà. Ils le font déjà. C'est notre boulot aujourd'hui. Ils le font déjà. On essaye de pousser, en tout cas. Non, Mais sans avoir le sens, je suis d'accord avec vous sur le sens, mais involontairement, vu qu'ils commentent tout et rien, il faut le reconnaître, donc l'événement neigeux, ben, ils vont le commenter. Donc quelque part, ils informent, sans le savoir, ils informent. Là, après, il y a... Oui, mais là, on n'est pas du tout dans l'encadrement et la formation américaine, etc. Non. On est très très loin. Parce que la logique Nous, n'est pas cet la même non outil, plus. maintenant, ça va être quand même très très anarchique comme système. Les Américains, ils sont OK à fond sur l'outil, mais parce qu'ils ont structuré leur outil. Oui. Donc, moi, je suis d'accord avec la structuration de l'outil. Oui, c'est exactement ce qu'il faut faire si on a un truc de Il faut qualité. il faut une grande ouverture vers les partenariats. Lancer la structuration de l'outil nécessite quand même quelques préalables, je pense, minimum. Et voilà, donc, mais je sais qu'ici, je presse des convaincus là-dessus, on en a parlé souvent. Mais voilà, on est à fond, on est complètement d'accord sur l'utilité de l'outil, de la structuration, etc. Mais c'est très compliqué de dire on est à fond là-dessus, sauf qu'il nous manque un préliminaire. Et c'est un peu compliqué. Alors oui, pourquoi pas tout lancer un peu ensemble, mais c'est très difficile. On est en pleine crise économique. Parler de la prévention des risques majeurs en crise économique est toujours un vrai problème sensible parce qu'on est obligé en permanence d'argumenter
les investissements que nécessite la prévention. Et voilà, vous connaissez tous ce débat par cœur. Oui. Et c'est pas évident. Mais c'est frustrant d'ailleurs. Parce qu'on sait qu'effectivement, maintenant, il y a des méthodes de travail qui nous permettraient d'être très, très performants dans le transfert de l'information et dans le citoyen acteur. On sait que ça existe. On a des moyens. On a, tu l'as dit, quasiment 50% des Français qui ont des outils qui permettraient dans leur poche de le faire. On le sait. On a vraiment, et on n'est quand même pas à la rue en Europe vis-à-vis de ça. Non. Mais c'est le problème de structuration, voire aussi un petit peu de philosophie et de culture. Ouais, moi c'est vraiment ça là-dessus que je veux insister. Oui. On n'est pas l'approche que le citoyen français a de l'État et l'approche que le citoyen américain a de l'État, elle est radicalement différente. Hein. Nous, on est dans une logique d'État-providence. Le citoyen français moyen s'attend à ce que l'État règle tous ses problèmes, et particulièrement ses problèmes majeurs où sa vie est en danger, parce que typiquement un risque majeur, un accident, voilà. Le citoyen américain, pas forcément plus défiant, mais part du principe, je m'organise d'abord, et après on verra. D'ailleurs, la FEMA communique très bien dessus, il parle du 3 days off, des 3 jours sans rien, si jamais le temps justement que l'État s'organise. Le français, le citoyen français a une attente directe, immédiate des services de l'État. Une personne dans la rue qui est blessée, la première chose qu'on fait, c'est appeler les pompiers. C'est pas forcément aller à son secours et commencer à faire des gestes ou quoi que ce soit. Voilà, le réflexe premier, c'est d'appeler les pompiers, c'est de faire appel aux services concernés. Et ça, c'est une approche philosophique, culturelle, clairement. Et c'est difficile de transférer une partie de l'acte vers le citoyen. Ouais. Ça se travaille en dehors dehors des événements exactement. de crise, chose que ne font pas les médias, les grands médias, les médias traditionnels. Ils vont parler d'un événement pendant 48, 72 heures, le temps où c'est chaud. C'est pour ça que je pense que des blogs spécialisés, comme on l'a développé, sont là pour parler du risque dans sa continuité. On avait fait une étude il y a 2 ans après Xynthia. On demandait donc qu'est-ce que vous attendez par rapport à la communication, et les gens disaient on veut une communication continue, hein, on veut être impliqué. Et c'est pour ça que on a développé un certain nombre de blogs où on revient sur les événements, sur le fond de l'événement, aussi bien sur Xynthia. On dit que le citoyen n'est pas intéressé par la sécurité civile ici. La DGS, c'est un nom très compliqué, a publié une nouvelle plaquette. Là. Bon, j'ai fait un article sur le blog. Je crois qu'on en est arrivé à 600 ou 700 visites en 48 heures. Je trouve que c'est significatif. Les gens s'intéressent quand même à ce que fait la sécurité civile. C'est pas que il n'y a pas 700 ou 800 professionnels. Hein. Alors, quelques remarques qui nous viennent justement du réseau. Faire du réseau social avec les réseaux sociaux avant la crise. Le principe de la prévention et la reconnaissance de l'État pour les acteurs en marquant un contrat de confiance entre les deux parties ne pourrait-elle pas aussi contribuer lors d'incidents mineurs pour tester et habituer le dispositif? Exemple, feu de forêt, petite inondation, accident, etc. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un usage aussi pour habituer les citoyens à ne pas garder ça que pour les catastrophes majeures, mais également le faire pour des incidents un peu plus mineurs? Donc c'est un commentaire ou une question. La réponse c'est oui complètement, et aussi habituer effectivement les gens à avoir des références. Et qu'ils soient habitués effectivement à des sites références, des réseaux sociaux de référence qui leur permettent de dire « Ah, là, il se passe quelque chose. Là, j'ai une source d'information officielle ou en tout cas sérieuse qui me permet en tout cas d'avoir… Voilà. Oui, la référence, c'est l'éditeur du site qui va la faire. Hein. Ouais. Si je donne du contenu sérieux, on viendra me visiter. C'est la notion qui est également marquée ici de conventionnement. Ne pourrait-on pas imaginer un conventionnement avec les autorités pour un certain nombre de personnes au même titre que la FEMA ou d'organisations? Voilà, donc on tourne un peu autour des mêmes sujets, encore pas mal de réactions. Sauf que c'est assez particulier de conventionner. Si c'est l'État qui conventionne, c'est-à-dire qu'on admet une forme de légitimité plutôt à certains qu'à d'autres, qui vont rentrer après dans le réseau comme de l'État. Ouais. Donc les gens, ce qu'ils cherchent aussi, c'est une parole aussi un peu indépendante, neutre, etc. Donc on peut conventionner, mais ça va avoir des limites. C'est-à-dire qu'ils savent que la parole de l'État va apporter une parole officielle de l'État. Mais si on commence à conventionner certains et pas d'autres, ça va faire 2 réseaux parallèles, un plutôt contestataire en disant moi je ne suis pas dans les conventionnés, mais par contre je dis quand même la vérité parce que je suis expert et autres. Et globalement, en général, ils ont la dent dure. Et puis on a un réseau conventionné qui va aller dans le sens, on va dire, de la communication d'État.
c'est pas forcément... Donc, se méfier des fausses bonnes idées, non, mais l'idée, par contre, je dirais, de volontaires au sein soit d'associations, soit même de l'État, par des concepts de réserve de sécurité Exactement. civile, Il y a des bloqueurs réservistes, citoyennes, pourraient aussi être des vecteurs. Alors, soit directement au service de la communication de l'État, et on peut le comprendre, soit au service de tiers ou de tiers de confiance. Voilà, donc ça peut être aussi un travail. Mais le débat est ouvert. On arrive un petit peu au bout, puisqu'on doit terminer dans les 3-4 minutes. Donc, je vais vous proposer deux choses. D'une part, de faire un dernier tour de table très rapide en vous demandant quel est l'avenir de ces réseaux sociaux dans les 24 mois, comment vous voyez les choses, je dirais, arriver. Et puis après, avant de nous quitter, je vous montrerai un ou deux petits outils aussi qu'on a repérés sur les web et qui apparaîtront à l'écran. Alors, on va démarrer peut-être par Gilles Martin. Comment vous voyez ça dans les 2 ans qui viennent, cet aspect réseaux sociaux en France? A priori, on va avoir un développement de Twitter incontesté, qui va peut-être même rivaliser Facebook, même si c'est 2 types de communication différentes. Je pense que même si les institutions ne prennent pas la place sur les réseaux sociaux, la nature ayant horreur du vide, quelqu'un d'autre prendra la place. S'ils ne communiquent pas, ils communiqueront à leur place. Donc il faudra voir, et puis on espère dans les prochains mois, ce qu'on parlait tout à l'heure, là, ce petit groupe de bénévoles virtuels, pouvoir le mettre en place et pouvoir répondre à ces fameuses demandes. Patrice? Dans les 2 ans, je veux dire, il y a une chose qui nous guette, et qui guette un certain nombre de décideurs, d'entreprises, de collectivités, ce que j'appelle, moi, c'est la pollution informationnelle, l'infobésité. Aujourd'hui, un cadre d'une entreprise reçoit plus de 150 mails par jour. Le traitement, c'est entre 2 et 4 heures. Donc là, il y a une culture de la veille, une culture de la lecture de l'information qui va devoir être mise en place, parce qu'on risque, l'information c'est fait pour décider, nourrir la décision. Mais aujourd'hui, justement, comme on a trop d'informations, on reporte la décision, donc perte de réactivité. Et l'autre risque, l'infopollution, elle risque de nous emmener dans la désinformation. Trop d'informations tue l'information. D'où, pour moi, et ça on en a parlé, on commence à travailler ça, c'est de mettre une plateforme, je vais dire, un gros filtre. Mais c'est vrai que qui peut se permettre des filtres? Légitimité. Oui, c'est exactement, voilà, le problème il est là pour moi dans les 2 ans à venir, c'est effectivement ce déluge d'informations continu et permanent, tout le temps, en temps réel. Et donc il faut développer des approches, alors qu'elles soient culturelles dans la gestion de l'information, c'est effectivement dans les comportements, mais également des outils. Il y a maintenant, on développe énormément d'outils de data mining, de text mining, qui permettent justement par des recoupements, par des algorithmes qui sont de plus en plus élaborés, d'arriver à fiabiliser d'un point de vue, on va dire, scientifique, quasi scientifique, en tout cas heuristique, telle information. L'information, on en reçoit de plusieurs endroits, on la recoupe, elle est collectée, elle est comparée, voilà. Et ça permet effectivement d'apporter je dirais un indice, un ranking. C'est un nom, d'ailleurs Google avait développé à l'époque un système comme cela, qui s'appelle le page ranking, et qui permet justement de fiabiliser cette information. Moi, c'est ça la problématique, je pense, pour les années qui viennent, effectivement, c'est ce déluge d'informations et de faire le tri entre le bon grain et l'ivraie. Ouais, complètement. André? Alors, 3 points sur les 2 ans à venir. La première chose, je pense qu'une augmentation exponentielle de la présence de l'État sur les réseaux sociaux, parce qu'on part de quasiment pas grand-chose il y a 1 an ou 2, et là on arrive à une professionnalisation à un niveau où l'État va être de plus en plus présent. Mais un corollaire important, c'est qu'on va, je pense, d'ici 1 an ou 2, immédiatement identifier les limites de l'outil de com, parce que tout outil de com a ses limites. Celui-ci en a, à mon avis, un certain nombre, notamment l'interactivité. Car l'État ne pourra pas se mettre à niveau, de toute manière. Donc, il pourrait y avoir une perte de vitesse ou voilà. En tout cas, on va trouver nos limites, à mon avis, dans les 2 ans qui arrivent, en même temps que l'expansion que ça va prendre. Et puis, la chose plutôt très positive, à mon avis, qui va arriver, c'est l'intégration progressive de l'information citoyenne dans les données de l'État. Et que l'État ne se retourne pas que sur ses propres données en permanence. Et je pense que si effectivement on commence à avoir un niveau de confiance intéressant dans l'information citoyenne, je pense que l'État va vraiment enfin pouvoir travailler avec l'expression publique. Et je pense que ça, c'est plutôt une très bonne nouvelle, et j'espère qu'on sera à ce stade-là.
Merci beaucoup. Alors, juste deux petites, c'est le quart d'heure de pub, enfin pas le quart d'heure, la minute. Je voulais juste vous montrer quelque chose que nous allons mettre en ligne la semaine prochaine, qui est notre nouvelle plateforme de veille que vous voyez ici. Donc, vous voyez les focus, c'est des articles, en fait une grande plateforme de veille où nous crawlons 260 sources actuellement et peut-être 300 ou 400 à la fin de l'année. Sur tous les thèmes des risques majeurs, nous avons les vigilances, nous avons les risques naturels, les risques sociétaux, nous avons les risques sanitaires, le cyber, les risques technologiques. C'est une plateforme de veille qui est upgradée en gros toutes les 4 heures, au moins 3 à 4 fois par jour. Et avec cela, ça nous permet d'avoir des synthèses. Ceci va venir en intranet de notre, je dirais, avec la possibilité donc d'accéder directement à la source. Mais cela viendra à l'intérieur de notre intranet donc pour nos membres. Et puis également, on va passer à la deuxième vue. C'est un autre outil qui s'appelle View2 et qui permet également de voir également nos flux sous une forme plus opérationnelle et ça avec y compris les réseaux sociaux, puisque là vous voyez un certain nombre de comptes Twitter des ministères ou d'agences de presse ou des noms typiques qui ont été donnés. On a fait des tests sur Mali, gaz, alerte sanitaire, qui étaient un petit peu les thèmes de la semaine dernière. Et donc, on voit remonter, évidemment, tous les tweets sur le sujet. Donc, ces outils sont très intéressants. Ils nous permettent de travailler à la veille, je dirais, en continu des différents sujets qui sont les nôtres. Donc, vous pourrez les retrouver donc, sur la partie sécurisée de notre blog très prochainement. Je vous remercie d'avoir suivi ce talk et je vous donne rendez-vous au mois prochain. Bon après-midi à tous. Merci. Merci. Merci.